Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, les livres que j'ai lus au mois de juillet qui ce mois-ci sont au nombre de 4. Voilà, donc un de plus que le mois dernier. Donc on va commencer tout de suite avec le premier qui est Le Somnambule de Sebastian Fitzek. Donc c'est un auteur allemand dont je n'avais jamais entendu parler, qui m'a été offert à mon anniversaire. Je vous le présentais dans un article nouveauté lecture que je vous laisserai en barre d'infos. Et comme l'indique le titre, c'est un livre sur le sommeil, vu qu'on va suivre Léo Nader, qui est un jeune homme qui est marié et qui a des crises de somnambulisme et d'apnée du sommeil, et ce depuis son plus jeune âge en fait, parce que Léo a été placé en famille d'accueil à 10 ans je crois, parce que sa famille est morte dans un accident de voiture. Donc il a été très chéri, il a été aimé dans sa nouvelle famille. Mais un jour, lorsqu'il était plus petit, il s'est réveillé au chevet du fils de ses parents adoptifs, il me semble, avec un couteau, et il n'a aucune idée de comment il est arrivé là. Donc heureusement, il n'y a pas eu la mort ou la blessure de ce jeune garçon, mais voilà. Donc depuis, Léo doit vivre avec ses crises. Un jour ça va revenir, il va rêver qu'il y a une grosse araignée qui lui rentre à l'intérieur, et un jour il va se réveiller et sa femme va faire ses affaires. Elle a un œil au beurre noir, il lui manque un ongle, c'est dégueulasse, et il ne comprend pas du tout ce qu'il se passe. Elle fait ses affaires, elle part, il n'a plus de nouvelles, il essaye de la joindre mais silence radio. Et en fait, donc ce qu'il va faire, c'est que vu qu'il n'a aucune idée de pourquoi elle part, il va se filmer, et en fait il va se rendre compte qu'il a des phases de somnambulisme desquelles il ne se souvient absolument pas du tout, dans lesquelles il va faire différentes actions comme pousser une sorte de porte secrète cachée derrière son armoire qui va rejoindre un tunnel. Donc un jour il va se filmer dans ce fameux tunnel qui en fait va mener aux entrailles de l'immeuble dans lequel il loge, avec plein de portes, de tunnels, de couloirs. C'est un vrai labyrinthe en gros. Et Léo va faire de drôles de découvertes, comme des personnes qui sont enfermées en bas. Il va voir ce qui se passe chez certains de ses voisins avec des vitres sans teint, enfin ce genre de choses. Et en fait il va alterner entre des phases de sommeil et de somnambulisme. Et nous, tout au long, on a l'impression qu'il est réveillé, sauf qu'en fait non, c'est très différent. Donc il va joindre son psychiatre pour essayer de comprendre, son psychiatre qui le suit depuis très jeune et qui est coutumier des problèmes de Léo, pour essayer de comprendre. Il va joindre un ami à lui avec lequel il travaille puisqu'il est architecte, et un jour il va retrouver une maquette qu'il devait présenter avec son collègue devant plein de gens pour que ce soit accepté, et en fait il va la découvrir complètement détruite. Donc c'est assez dingue comme livre, parce que on ne va pas du tout comprendre ce qu'il se passe, sauf qu'un jour Léo va tomber sur une vidéo de lui où il agresse sa femme clairement. Donc en fait il va voir que en fait il a des phases de somnambulisme dans lesquelles il n'est plus lui-même du tout, et il est très dangereux. En fait ce n'est pas une simple phase de somnambulisme, c'est plus compliqué que ça, mais on va l'apprendre après. Donc voilà, c'est très très intéressant. Ce n'est pas le livre le plus intéressant sur le sommeil. Je vous conseillerais plutôt Rêver de Franck Tillier. Je vous laisserai la vidéo dans laquelle je vous en parle. Mais c'est vraiment quand même assez bien ficelé. Par contre, du coup, on est assez perdu parce que tout le long, on se demande si Léo est une gentille ou une mauvaise personne. Voilà. Pour continuer dans les choses un peu tirées par les cheveux, j'ai lu Domina de L.S. Hilton. Il s'agit du deuxième tome de la série avec Maestra en premier, Domina le deuxième et Ultima le troisième. Alors je peux désormais dire que je ne lirai pas le suivant. Voilà, clairement. Ce tome-là m'a un peu déçue. Je vous laisserai ma vidéo dans laquelle j'ai lu Maestra, que j'avais beaucoup plus aimé. En gros, dans le premier tome, on va suivre une jeune femme qui habite à Londres, qui travaille dans une salle des ventes qui s'appelle Judith, et en fait qui est reléguée au simple plan d'assistante alors qu'elle a fait des études pour ça. Donc elle va se venger avec un tableau, tout ça. Donc dans le premier, elle va tuer des gens, elle va être amenée à faire des choses pas belles du tout, de par son pouvoir séducteur, donc avec en usant le sexe quoi, pour être franche.
Et voilà, en faisant des choses pas très reluisantes. Et dans ce deuxième tome, donc on suit ses aventures, où elle a évincé pas mal d'ennemis pour survivre. Donc elle va prendre une différente identité en tant qu'Elisabeth. Elle va habiter à Venise pendant plusieurs mois, elle va ouvrir sa propre galerie sur place. Donc elle mène une vie plus ou moins normale, sauf qu'elle doit cacher qui elle est pour pas se faire retrouver, parce qu'à la fin du premier il y a des gens assez trousses, parce qu'en fait ils sont persuadés qu'elle a volé une œuvre du Caravage, sauf qu'elle n'est pas du tout au courant de cette œuvre. C'est un dessin précisément, sauf que le Caravage n'a jamais fait de dessin. Donc voilà. Il va y avoir une femme qui va la retrouver, qui va connaître son identité, donc tout ça va être menacée. Elle va aller à Ibiza, elle va... Où est-ce qu'elle va dans ce tome-là? Elle va à Paris, où elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Timothée. Elle va fréquenter les clubs un peu SM de Paris pour trouver quelqu'un en particulier. Il va y avoir quelqu'un qui va mourir, il va y avoir des Russes assez trousses. Alors celui-ci, il se passe moins de choses, j'ai trouvé. Il est moins... Enfin, il y a moins de rebondissements, et les phases où il y a du sexe, il y en a qu'une. Voilà. Alors que dans le premier, il y en avait vachement plus, donc ça pour le coup c'est mieux. Mais au niveau rebondissement et tout, honnêtement ça m'a saoulé. Tous ces Russes s'appellent tous pareil, je n'arrivais plus à suivre qui était qui. Il y en a 3 ou 4 et ça fait trop. Donc ça pour le coup ça m'a vraiment saoulé, et je peux dire que la deuxième moitié je l'ai lu vraiment à reculons. Je l'ai lu pour le finir. Mais franchement, si je devais lui donner une note, ce serait genre 4 sur 10 quoi. Déception du coup. Ensuite, on passe à un registre complètement différent avec Les Tendres Plaintes de Yoko Ogawa, qui était au programme du Club Lecture en juin. Donc j'étais très contente lorsque j'ai vu qu'il y aurait un roman de cet auteur-là, de cette autrice-là précisément, car j'en ai déjà 2. Donc c'est un roman japonais, donc j'ai replongé dans cet univers très calme, très apaisant, dans lequel ce n'est pas vraiment basé sur les événements, sur le rebondissement, sur les actions, mais plus sur les sentiments et sur l'évolution des personnages. Donc celui-ci ne déroge pas à la règle, vu qu'on va suivre Ruriko qui habite Tokyo et qui en fait va partir du domicile conjugal, vu que son mari la trompe régulièrement, qu'il la frappe accessoirement aussi. Qu'est-ce qu'on adore! Du coup, elle va décider de partir, la meilleure chose qu'elle pouvait faire de sa vie, pour se réfugier dans un chalet qui est une sorte de maison secondaire appartenant à sa famille, et elle va y rester plusieurs mois. Donc au début, c'est vraiment pour se retrouver sur elle-même, savoir ce qu'elle veut, retrouver son apaisement intérieur, quoi. Donc elle va faire la connaissance d'une femme qui tient la maison d'hôtes à côté, qui va l'aider, faire ses courses, elles vont discuter, tout ça. Il faut savoir que Ruriko est calligraphe. J'ai trouvé ça génial comme métier et hyper en phase avec la culture japonaise, et j'ai trouvé ça absolument parfait. Et il va y avoir 3 autres personnages qui sont très importants dans ce livre. Il va y avoir Nita, qui est un ancien pianiste qui crée des clavecins, et son élève qui s'appelle Kaoru, voilà, qui est une jeune femme de 20 ans et quelques, qui a perdu son copain qui est mort plusieurs années auparavant. Voilà. Et en fait, et avec leur chien, voilà. Et ces deux-là sont perpétuellement en train de créer des clavecins, sont toujours entourés de cette atmosphère de musique, de création. Ils sont vraiment dans leur monde. Ruriko veut en faire partie, elle va énormément être avec eux, discuter de musique, les voir créer ces clavecins. Et ces scènes-là, je les ai trouvées vraiment très très belles, parce que ça change énormément de ce qu'on peut lire habituellement. Le clavecin, ce n'est pas du tout un instrument duquel je suis coutumière, je vois à quoi ça ressemble bien sûr, mais j'ai trouvé ça absolument génial d'en apprendre plus sur la création avec le bois, qui est en fait une véritable création ébéniste, quoi, qui mêle création avec le bois et musique, et j'ai trouvé ça très très beau. Et elle va se rapprocher de Nita. Je pense qu'elle en fait elle étend ses sentiments à quelqu'un parce qu'elle a besoin d'amour et d'affection, sauf que Nita est très très proche de son élève, donc elle a peur en fait de briser cet équilibre là. Donc voilà, encore une fois, elle ne va pas faire grand chose dans son chalet. C'est très porté sur ce qu'elle pense, sur son petit rituel, sur sa routine. Encore une fois, ce n'est pas le livre où il va y avoir le plus d'action. Il y en a plus chez Haruki Murakami, mais
ça fait du bien quoi de lire une lecture plus douce, plus calme, et c'est très typique du genre japonais, donc je peux vous le recommander. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, qui pour le coup change totalement puisqu'il s'agit d'un thriller, il s'agit des filles des autres de Amy Gentry, qui est une journaliste américaine, et c'est son premier livre. Et ben honnêtement, Amy, écris-en de nouveau, génial. Alors celui-ci, je l'ai vu à la Fnac, je l'ai lu tout de suite en fait, et j'ai tellement bien fait. Donc le pitch, il y a 8 ans, une jeune fille de 13 ans qui s'appelle Julie est kidnappée chez elle par un homme qui a un couteau qui la menace. Sa petite sœur qui s'appelle Jane, qui alors est âgée de 10 ans, a vu toute la scène cachée dans son placard. Et donc elle a toujours été traumatisée forcément. Les parents, la mère, elle est professeure à l'université, elle est devenue complètement dépressive, alcoolique. Son mari, Tom, a toujours gardé l'espoir de retrouver sa fille avec des campagnes de recherche et tout. Il a même créé un fonds monétaire pour elle. Et voilà. Et là, ça se passe 8 ans plus tard. Jane a maintenant 18 ans, elle revient de l'université, elle a un style très rebelle, on va dire. Et là, ils rentrent manger tous les trois chez eux. Et là, débarque une jeune fille de 21 ans, et c'est Julie. Voilà, 8 ans plus tard, qui revient. Bonjour, vous me reconnaissez? Je suis votre fille kidnappée depuis 8 ans. Donc forcément, la situation est totalement dingue. Julie est très affaiblie, la mère n'en revient pas, elle tombe dans les pommes. Donc ils vont aller tous au commissariat, parce que 8 ans après, ben, faut quand même savoir ce qu'elle a eu. Donc elle raconte son histoire, elle raconte qu'elle a été kidnappée par un homme qui l'a emmenée chez des Mexicains, où elle a été violée tous les jours pendant 8 ans. Donc cette partie du récit, je me suis dit ouais, ça commence super bien. Mais le truc, c'est que les propos de Julie sont un petit peu bizarres, et dès le début, on doute de son honnêteté, et on en vient même à se demander si c'est vraiment Julie. Voilà. Et c'est ça qui est génial dans ce roman, c'est parce que tout de suite, on a le doute, enfin du moins j'ai eu le doute. Il faut que je le prête à des amis pour savoir si elles ont eu le doute également. Et la mère est complètement, enfin elle est hyper contente de retrouver sa fille, la petite sœur aussi, son mari aussi. Mais déjà, cette scène de retrouvailles, je l'ai trouvée un peu surréaliste, parce que je pense que si je retrouvais ma fille disparue depuis 8 ans, il y aurait plus d'effusion et plus de questionnement, je pense. Alors que là, la mère reste très discrète en question envers sa fille, alors que ça fait quand même 8 ans qu'elle est partie. Donc, bien sûr, elle va assister à son interrogatoire quand sa fille dit qu'elle a été violée, ben forcément ça la secoue, c'est genre évident. Mais pas plus que ça, c'est ça que je trouve un peu bizarre, c'est que les émotions n'étaient pas si développées que ça. Donc du coup, on va suivre Julie dans sa nouvelle vie, ensuite elle rentre chez elle. Ses parents lui payent des séances chez la psy, je pense que c'est une bonne idée. Elle va se retrouver un peu avec sa sœur, donc forcément c'est une étrangère pour sa famille, hein. Ça fait 8 ans qu'elle ne les a pas revus, ses parents pensaient qu'elle était morte. Voilà, et en fait, ce qui est cool dans ce livre, c'est qu'on a une alternance de points de vue à chaque chapitre. Donc le premier chapitre, c'est le présent avec Julie qui revient. Et un autre chapitre, c'est une jeune femme qui parle, qui s'appelle Viviane, qui a plusieurs prénoms, qui s'appelle Star en tant que stripteaseuse. Et en fait, on va vite se rendre compte que c'est Julie et son passé. Donc directement, je me suis dit, mais c'est pas Julie, c'est une impostrice, une imposteuse, une imposteur, quoi, qui a pris sa place, qui a fait croire que c'est elle, et qui avant a été placée en famille d'accueil, qui a été stripteaseuse, qui a mené une vie pas très reluisante. Donc tout le long, c'est ce que je me dis, mais en fait c'est une grosse mytho. Voilà, et en fait c'est plus compliqué que ça, donc je ne vais pas vous dire la chute, mais c'est absolument brillant. C'est brillant, c'est hyper bien fait, et tout le long du livre, on a des sentiments totalement divers et variés. Au début on pense que c'est elle, ensuite j'ai pensé que c'était plus elle, ensuite voilà, et la fin est absolument magistrale. J'ai adoré ce roman. Pour le coup, on est happé complètement et on est totalement manipulé. Donc ça c'est un peu le brillant et le génie de Amy Gentry. Donc je ne peux que vous conseiller ce livre que j'ai honnêtement mais vraiment adoré. Donc voilà, c'en est tout pour ma vidéo de mes livres lus en juillet. J'espère qu'elle vous a plu et que ces livres vous donneront
envie de les lire, à part cette déception là, franchement ne l'achetez pas. Si vous avez lu le premier, peut-être contentez-vous du premier, ou dites-moi si vous l'avez lu et vos impressions, parce que moi franchement je suis pas convaincue du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne. On est un peu plus là, c'est super cool. Les amis, continuez de vous abonner, ça me fait toujours hyper plaisir. J'ai plein d'idées d'autres vidéos qui arrivent, qui changent des livres lus, qui regroupent des livres par catégorie. Et je pense que ça peut vous plaire. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!